problèmes de scolarisation. C'est toute la société qui doit se mettre à apprendre et à comprendre qu'elle doit apprendre. Et qu'il n'y a rien de pire que le choc des ignorances, et que le choc des ignorances conduit à tout. Et aujourd'hui, c'est contre ça qu'il faut se battre. Et c'est pourquoi je pense que les médias ont un rôle extrêmement important à jouer. Et c'est pourquoi je pense aussi que le prochain président de la République doit mettre énormément de moyens pour former les médias et aussi pour les utiliser comme un support, mais pour éduquer les populations. L'entreprise généralisée d'éducation de la société à laquelle je pense est quelque chose d'extrêmement important et je pense que c'est l'une des plus hautes priorités. Justement, comment réformer l'État au moment où les populations ne connaissent même pas la loi, le minimum pour faire respecter la loi. Vous avez dans votre livre qu'il vous arrive de voir des chauffeurs de car rapide faire un demi-tour sur la route, sous les yeux d'un policier qui est là, qui laisse faire. Est-ce que le policier qui ne fait pas respecter la loi et le citoyen lui-même qui ne connaît pas la loi, comment réformer l'État dans ce sens-là? Mais comment réformer l'État? Vous savez, vous me posez une question que la révolution de 1789 s'est posée, comment former un peuple pour diriger autrement? Et c'est une question essentielle. Aujourd'hui, je pense qu'il faut faire le point sur notre système. Nous avons un système qui dégage beaucoup de moyens et des moyens inefficacement utilisés. L'éducation aujourd'hui mobilise beaucoup de moyens. Bon, beaucoup moins que ce qu'on dit. Et l'éducation mobilise à peu près 22% des ressources internes de l'État. Budget. Voilà, 22%, pas 40% comme on le dit. Alors, c'est déjà beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on a au bout de la chaîne? On a au bout de la chaîne mais des années blanches, mais parce que vous avez des syndicats tout le temps qui posent des revendications et qui prennent presque en otage l'école. Vous avez de l'autre côté des élèves qui sont d'un niveau absolument insuffisant. Et vous avez même le matériel didactique qui devait, les livrets scolaires par exemple, quand vous prenez les élèves de CM1, CM2, mais qui devaient recevoir des livres et des manuels scolaires, vous trouvez les financements, mais les livres ne sont pas là. Et quand vous faites le point, vous vous rendez compte que malgré la mise en place des financements, il n'y a pas de matériel pédagogique pour ces élèves-là. Je ne parle pas de la formation des professeurs, des enseignants et de leur niveau, mais nous sommes dans une situation qui est extrêmement grave où nous mettons des ressources dans un système et ce n'est pas efficace. Et c'est presque le cas dans la plupart des secteurs de notre économie. L'éducation a les mêmes problèmes, la santé a les mêmes problèmes et même certains domaines des infrastructures. Nous mettons trop de moyens pour peu de résultats. Et alors, bon, qu'est-ce que cela veut dire pour ça? Ça veut dire qu'il faut faire un diagnostic. Moi, ce que je pense d'abord important, c'est que l'État comprenne que l'éducation, c'est important. C'est le plus important. Et deuxièmement, on ne règle pas les problèmes de l'éducation comme il l'a réglé jusque-là. Pensez qu'en nommant ministre un responsable syndical ou deux, pensez qu'en prenant un professeur d'université, en nommant un ministre de l'Éducation nationale, qu'on règle les problèmes de l'école. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. Le problème, c'est tout le modèle social qu'il faut renégocier. Aujourd'hui, il faut s'asseoir avec les syndicats d'enseignants, leur dire de façon très claire et de façon très transparente les moyens, les contraintes, discuter sur les modes d'allocation, discuter sur les priorités, et puis les ayant fait participer à la prise de décision, je pense qu'ils comprendront qu'il faut donner du répit à la politique, il faut donner du répit au peuple, il faut donner du répit à l'école, le temps de se faire. Vous savez, j'explique, mais quelque part, mais dans cet ouvrage-là, je fais référence à Durkheim et je montre comment les fonctions économiques sont différentes des fonctions publiques. Quelqu'un qui assume des fonctions publiques et qui en charge des responsabilités publiques, il doit être forcément de plus haute moralité que quelqu'un qui est dans les sphères privées. Donc on ne peut pas transposer le modèle syndical du XVIIIe siècle, de la lutte révolutionnaire et du syndicat ouvrier dans le domaine de l'enseignement et surtout mais de l'éducation nationale. Je pense que pour ça, il y a un grand espace politique à ouvrir, et il y a un grand chantier dans le cadre de la nouvelle République qui sera construite demain pour discuter de toutes ces questions-là, réviser le modèle social dans l'éducation et dans la santé. Encore une fois, c'est extrêmement important. Je ne comprends jamais quand un syndicaliste se lève, prend la parole pour dire « nous sommes heureux aujourd'hui parce que nous avons réussi à paralyser les systèmes de santé ». Je ne comprends pas quand des syndicats se lèvent et font de la rétention des données statistiques qui nous empêchent d'avoir accès à des financements pour construire des hôpitaux, mettre en place des infrastructures. Mais c'est inadmissible. Il n'y a aucune raison aujourd'hui que des intérêts particuliers, fussent-ils des intérêts syndicaux, prennent le pas, mais sur l'intérêt général. Et c'est cette République-là qu'il faut reconstruire. Mais la République suppose aussi autre chose, mais quelque chose d'extrêmement important, c'est
l'exemplarité de ses dirigeants. Mais dans nos pays, on semble avoir une république de courtisans, comme vous le disiez tantôt dans votre livre, comme le disait si bien il y a très longtemps le baron de Holbach qui parlait de l'art des courtisans. Il dit que les personnes, quand les pouvoirs changent, c'est comme des hommes amphibies qui s'adaptent à toutes les eaux. Est-ce qu'aujourd'hui au Sénégal, on voit l'alternance, certains disent probable, et être alterné, et en ce moment on voit beaucoup de personnalités politiques bouger d'un pôle à un autre. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette transhumance qui est pratiquement un modèle au Sénégal? Bon, alors, il y a deux choses peut-être qui l'expliquent. J'ai fait des développements, je pense, assez intéressants dans l'ouvrage sur ce que j'ai appelé un peu la fidélité, les problèmes de crise, les crises de valeur. Et je pense que nous avons un problème fondamental, c'est que nous avons développé très rapidement en quelques années, en une décennie, en 2 décennies, une sorte d'indifférence à la trahison. Et je trouve ça bien sûr scandaleux. Aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de dire, une société qui va avancer, comme un individu qui va avancer, est obligé d'avoir des principes. On est obligé dans une société de confiance de marcher avec des gages, avec la parole donnée. On est obligé de marcher avec des convictions et de ne pas abandonner votre ami ou votre partenaire à la première difficulté. Et ça, c'est effectivement quelque chose de fiable, mais qui décrédibilise toute la politique, parce qu'on ne peut pas, on fait la politique avec la matière première que sont les hommes. Et quand la matière première est aussi incertaine que ça veut dire que l'espace politique n'est plus rien. On ne peut plus rien tirer de cet espace-là. Donc, je pense que cela s'est passé. Et la deuxième chose aussi, c'est que nos institutions me l'ont favorisé, parce que notamment, on a vu changer le règlement de l'Assemblée nationale pour permettre à certains transfuges de pouvoir participer. Et la deuxième chose aussi, c'est que nos institutions me l'ont favorisé, parce que notamment, on a vu changer le règlement de l'Assemblée nationale pour permettre à certains transfuges de pouvoir participer à la vie politique. Et tout ça, c'est extrêmement exécrable. Mais justement, on a vu que Macky Sall n'a même pas encore pris le pouvoir, que certains déjà sont en train de s'agglutiner derrière lui, en essayant de transhumer, de travailler avec lui. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, comme vous le disiez, de crise de valeurs dans ce pays où on ne croit plus à rien, ou même les modèles qui aujourd'hui, devraient montrer mon exemple, sont dans une situation de parasitisme? D'accord, non mais absolument. Je donne par exemple le modèle économique patronal syndicat. Aujourd'hui, ce modèle-là est rentré dans le parasitisme. Ça veut dire que ce qui était le symbole même de la production, ça veut dire l'entreprise privée, qui est l'antiparasite, est devenu dans son organisation aujourd'hui, mime ces faits parasitaires-là. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vous verrez comment comment les organisations sont faites et de quoi elles vivent. Ça, c'est le premier point. Et donc, vous verrez pourquoi le patronat, dans un pays comme le Sénégal, veut être beaucoup plus proche de la présidence de la République, mais que le MEDEF ne l'est, par exemple. M. Sarkozy a des amis entrepreneurs, mais c'est sur une base individuelle. Mais on n'a pas des associations patronales comme ça qui vivent collées sur la paroi, comme justement le vrai parasite, parce qu'il vit collé sur la paroi de l'hôte qui l'héberge et qu'il suce petit à petit. Donc vous avez ces phénomènes-là. Mais d'ailleurs, vous êtes surpris, vous, que indigné souvent, comme Stéphane Hessel, dans son dernier livre, qui disait que l'indignation doit être partagée par tous les gens intellectuels du monde, qu'aujourd'hui, que le président de la République soit parrain d'une soirée dansante, d'une rencontre politique ou économique. Mais bien sûr, mais ça provient de ce que j'appelle l'activisme, mais tous azimuts, mais du président de la République. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas être président de la République et se mêler de tout. Ça a commencé par les grèves scolaires et ça a fini aujourd'hui par les lutteurs qu'on reçoit à la présidence. Et aujourd'hui, à chaque fois que j'ouvre sur vos chaînes des publicités, mais je vois que des cérémonies folkloriques ou des fêtes sont sous le haut parrainage du président de la République. Ce que je trouve extrêmement choquant. Mais je trouve que même un ministre de la République, il ne devrait pas autoriser ce genre de choses. Donc bon, mais cela va encore une fois dans le sens de la décrédibilisation de la fonction et de la décrédibilisation des institutions. Parce que je crois que c'est De Gaulle qui disait dans le fil de l'épée quelque part, il n'y a pas de pouvoir sans prestige et il n'y a pas de prestige sans distance. Et cette distance-là, c'est la distance nécessaire, non pas pour le prestige seulement pour du pouvoir, mais c'est la distance nécessaire pour exercer le bien public
dans l'impartialité et dans la neutralité. Et je pense que quand on est président de la République, et la République, sur ce point-là, doit redonner l'exemple, avoir des ministres qui donnent l'exemple et qui ne prononcent pas des noms de sociétés ou qui ne mettent pas des képis ou des chapeaux, même de sociétés privées, et tout un ensemble de choses qui, à mon avis, participera à la réhabilitation de la République et de l'État. Et c'est là aussi, et c'est de cette seule façon qu'on pourra, à mon avis, recouvrer, mais ce que j'appelle l'autorité de l'État, qui est fortement entamée aujourd'hui dans notre pays, où, comme je l'ai dit et écrit dans plusieurs papiers, la confiance a progressivement cédé la place à la méfiance, qui aujourd'hui cède la place à la défiance, parce que tout simplement, l'État ne représente plus rien, les symboles ne représentent plus rien, et le pouvoir est presque dans la rue et chacun négocie directement avec l'institution la plus haute sans problème. Et c'est toutes ces questions-là que j'appelle à régler dans la République. Oui, mais vous dites même dans votre livre, vous êtes un peu choqué par le fait que la Constitution de 2001 permette au président de rester chef de parti. Ce qui fait que la distance qu'il devait avoir, la hauteur qu'il devait avoir, il l'a plus. Ah oui, mais ça c'est essentiel. Un président de la République ne peut pas veiller sur l'intérêt général, être le dernier acteur de tout dossier ou de toute action publique et appartenir à un parti politique. C'est clair. En termes de normes pour la démocratie, c'est une chose, moi, qui me paraît inacceptable. Et il faudrait que le nouveau président de la République, dès qu'il sera élu, qu'il se dessaisisse et qu'il n'appartienne plus à telle ou telle formation politique. Par exemple, si demain Macky Sall était élu, je l'invite à se retirer le plus rapidement de l'APR pour permettre aux acteurs politiques de faire leur travail et que lui, au-dessus du lot, qu'il puisse permettre de rendre des arbitrages. Mais quelle image vous voulez donner d'une présidence de la République si demain Macky Sall se mettait là-bas à accueillir des militants de l'APR et que des réunions du parti se faisaient là-bas sur place? Vous ne pouvez pas faire ces choses-là. Vous ne pouvez même pas, si vous êtes strict en Conseil des ministres, prononcer le nom de votre parti. Ça veut dire que Macky Sall ne peut pas demain, en Conseil des ministres, parler de l'APR. C'est proscrit, c'est interdit. C'est pas dans l'esprit de la... Oui, Une grande voiture avec plusieurs options, le tout dans une taille plus petite, c'est la nouvelle Elantra. Ils vous disent, nous ne pouvons pas scier la branche sur laquelle on est assis. C'est ce parti qui nous a apporté au pouvoir. On ne peut pas couper le cordon. Oui, mais ça c'est l'expression de Diouf. Mais ce modèle de Diouf est aussi archaïque que le modèle de Wade actuellement. C'est des choses qui auraient pu... Vous savez, sous Senghor, il y avait un parti État. C'est-à-dire que les décisions de l'État étaient entériné par le parti. D'où son combat avec Mamadou Dia. Au bureau politique, oui. Oui, au bureau politique, parce que Dia avait senti qu'il avait une légitimité de parti. Ça, c'est un modèle archaïque. Après, on a eu droit à un modèle de Diouf, où l'État s'était enfermé, pas trop coupé du parti, mais quand même, il restait chef de parti. Ça, c'est un modèle archaïque. Et nous avons enfin le dernier cas qui nous est soumis. Nous avons un président de la République
derrière qui trône et l'État et le parti, et ça aussi c'est un modèle archaïque. Il faut mettre fin à tout cela. Nous n'avons jamais eu, et c'est pourquoi j'ai dit demain la République, parce que de mon point de vue, on n'a jamais eu de véritable République. Une République digne de ce nom doit avoir un chef et un président qui soit au-dessus des partis, qui soit au-dessus des intérêts particuliers, qui soit au-dessus des ethnies et qui n'arbitre sur les utilités publiques que sur la base justement de l'intérêt général. Et c'est pourquoi le plan est important. Et c'est pourquoi l'État est important. Parce que l'État, c'est l'instrument qui permet justement de faire face à tous ces intérêts communautaires juxtaposés de façon neutre et impartiale. Et le plan est le lieu de négociation de toutes ces utilités politiques pour donner à chaque communauté ce qui lui revient de droit, dans le respect, mais dans la soumission à l'intérêt général. Et c'est ce modèle-là qu'il faut bâtir. Ça, on aura besoin de beaucoup de temps. Il faudra le faire avec beaucoup de patience. Il y aura beaucoup de résistance, mais ce sera à la force du courage du nouveau candidat, mais qu'il appartiendra justement de saisir cette occasion-là que j'appelle la révolution mais citoyenne, qui est une révolution portée par des jeunes, parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et qui demande d'autres types de rapports, une autre façon de faire. Et je pense que c'est une chance inouïe pour le Sénégal de saisir cette occasion-là et de nous propulser dans les 15 prochaines années parmi les pays émergents asiatiques. Et je suis de ceux qui pensent que si le Sénégal saisit bien la chance qui lui est offerte actuellement, avec ce talent extrêmement fort et remarquable mais de cette jeunesse, pour bâtir quelque chose de profond, dans 15 ans, on pourra être aussi riche que la Corée et Singapour. Mais ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de rigueur, ça demande beaucoup de sérieux, et ça demande que la République ne soit pas prise en otage, ni par des syndicats, ni par des partis politiques, ni par des ethnies, ni par des communautés, ni par des confréries ou religieuses ou philosophiques. Mais justement, les confréries sont très importantes dans notre pays. On a vu que tous les prétendants à la présidence de la République sont passés dans les foyers religieux pratiquement pour demander l'allégeance ou bien demander une sorte de nigel au marabout qui ne dit pas son nom. Est-ce qu'aujourd'hui il peut faire cette rupture-là? Oui, mais Alassane, lorsque je parle de confrérie, mais vous avez bien entendu, si vous avez fait attention, j'ai parlé de confrérie religieuse et philosophique. Absolument. Donc moi je suis aussi bien, je dis aussi bien aux francs-maçons, aux sectes religieuses musulmanes, chrétienne, que la liberté de conscience doit être garantie. Il y a l'acceptation d'un pluralisme religieux et philosophique dans la société. Mais il faudrait que l'État dans tout ça reste neutre et ne soit pris en otage par aucune communauté, par aucune confrérie religieuse. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui que nos hommes politiques ont assez de courage pour le faire? Je pense que même s'ils n'ont pas assez de courage pour le faire, il y a des pistes et on sait comment il faut le faire. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Il y a un rapport qui a été rendu au président de la France il y a quelques mois et qui disait clairement qu'il faut aujourd'hui demander aux magistrats en France de signer un engagement, presque une sorte de charte pour se libérer de leur confrérie mais philosophique. Et ça, tout le monde sait ce qui avait été visé par ça. C'est une indépendance de la justice par rapport à tous les courants philosophiques, y compris les loges en France. Et ça, c'est extrêmement important. Nous avons la possibilité de le garantir institutionnellement. Il faudrait qu'on ait la force de le faire et qu'on sache que le combat pour la démocratie est la République. Mais est-ce que ce n'est pas parce que la France a atteint un tel niveau de développement qu'on peut faire cette rupture-là? Ici, nos hommes politiques, la plupart d'entre eux viennent au pouvoir assez pauvres. Ils n'ont pas les moyens. Ils sont accompagnés aussi par des lobbies, comme vous le dites, économiques, philosophiques et religieux. Mais je ne crois pas, moi, au niveau de développement politique. Mais je pense que la Grèce n'est pas moins avancée politiquement que notre pays aujourd'hui. Je pense que les Sénégalais peuvent avoir des élections mieux organisées que les États-Unis. Et la preuve, c'est que sous le père Bush, on a eu des problèmes terribles. Mais pour organiser des élections aux États-Unis, on ne l'a pas eu au Sénégal aujourd'hui. Et nous avons un système qui marche bien. Donc, sur le plan politique et de l'émancipation, je pense qu'il faut avoir un regard universel sur le cours des choses et se dire que notre seule contrainte, c'est l'éducation. Mais il n'y a aucune raison que nous ne nous situions pas aux normes internationales les meilleures en matière de démocratie et en matière de gouvernance et de république. Et je pense qu'il faut protéger l'État, il faut protéger la société, il faut protéger l'intérêt général. Sans quoi l'intérêt général va périr des intérêts particuliers et il y aura un jour, si on continue dans ce sens-là, que le Sénégal n'ait plus de sens, la nation n'ait plus de sens, la République n'ait plus de sens. Et c'est le danger qui nous menace. Et je pense que quelle que soit la dureté de l'épreuve,
il faudrait faire face à ça et avoir le courage, mais de s'ériger et de calmer les intérêts particuliers. Oui, on reconnaît les communautés, on reconnaît les singularités, mais l'État reste l'État, la République reste la République, et l'intérêt général prévaut sur tout le reste. Mais dans certains pays de la sous-région, ils sont parvenus à faire avancer la démocratie. Le Bénin, le Cap-Vert, il y a eu beaucoup d'alternances qui ne posent pas de problème parce qu'ils sont passés par ce qu'on appelle la conférence nationale. Dans nos pays, comme le Sénégal, on n'est pas allé à une conférence nationale parce que la démocratie sénégalaise est quand même assez solide. Mais il y a les assises nationales qui ont été faites au Sénégal. Une sorte de conférence nationale peut-être qui ne dit pas son nom. Et vous pensez que les conclusions des assises nationales peuvent être